Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'auteur, compositeur et interprète Paul Demers, décédé récemment. Bonjour, bienvenue à cette édition d'Entracte. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de rencontrer un artiste qui s'est démarqué dans la scène de la musique franco-ontarienne. Si vous connaissez la chanson Notre Place, Mademoiselle, si vous connaissez Purlaine, vous l'avez sûrement entendu parler de mon invité aujourd'hui, M. Paul Demers. Bonjour Paul. Bonjour. Merci pour prendre le temps de venir nous voir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être ici. Ah, c'est super. Bien, dans le fond, j'avais mentionné ça, vraiment, la scène de la musique franco-ontarienne. Oui. Vous êtes vraiment synonyme de... Bien, selon moi, en tout cas, synonyme de cette scène musicale. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte de ceci, de l'impact ou bien qu'on pense beaucoup à vous lorsqu'on passe de la musique, de la scène franco-ontarienne quand même? Bien, je le vois parce que je travaille dans les écoles. Ouais. Je le vois dans les livres scolaires où je me retrouve dans des textes et puis en exemple souvent de poésie ou de chansons. Et alors, malgré moi, c'est un peu hors de moi. Là. Je vois ça, je suis témoin de ça, mais je m'en fais pas pour ça. OK, mais... bien parfait. Ouais. Et comment est-ce que ça a commencé? Je veux dire, c'est quand même une grande arrivée quand même. Alors, c'est quoi le chemin? Parce que c'est quand même 30 ans de carrière qui est arrivé. Oui. Bien, chez nous, on faisait de la musique. Mes oncles jouaient de la guitare. Et puis, déjà, à l'âge de 11 ans, j'ai eu ma première guitare. Et puis, petit peu à petit peu, parce que moi, je suis natif de Gatineau. OK. Alors, vers l'âge de 15 ans ou quelque chose comme ça, mon père est déménagé à Ottawa. Donc là, ça allait changer ma vie. Oui, quand même. Je suis allé dans une école dans l'ouest d'Ottawa. Okay. À l'époque, c'était la première école secondaire dans l'ouest. Donc, j'ai eu un bain de c'est quoi être dans un milieu minoritaire assez rapidement, puisque c'était dans l'ouest de la ville. L'école Champlain, qui était Champlain High School aussi à l'époque. Donc, j'ai connu la période où il y avait deux écoles sous le même toit. Okay. Et puis, je me suis impliqué à fond dans la vie culturelle de l'école, en faisant du théâtre et puis en me rendant avec la troupe de théâtre dans un festival, le premier festival de théâtre-action, qui avait eu lieu à Elliott Lake, dans le nord de l'Ontario. Oui. Et bon, ben là, je sais pas, j'ai 16 ans, quelque chose comme ça, vers la fin du secondaire. On parle de 73, 74, autour de là. Okay. Je me rends dans ce festival-là et là, je découvre un monde. Je découvre un monde de musiciens, d'artistes qui viennent de partout, particulièrement la gang de l'Ontario du Nord, la gang de Sudbury, la gang de Hearst, les Robert Paquette, les André Paiement, les Marcel Aymar, qui, lui, arrivaient de l'Acadie, mais qui allait à l'Université Laurentienne à Sudbury, qui avait fait lui aussi cette rencontre-là avec Robert et Robert Dixon et toute la mouvance qui s'est manifestée dans les années 70 en réaction un peu à la montée du nationalisme québécois. Les Franco-Ontariens, particulièrement du nord de l'Ontario, ont commencé à prendre une place et faire leur place dans ce nord de l'Ontario que leurs parents avaient colonisé, dans le fond, d'une génération ou deux. Et puis ça a ouvert plein de portes par la suite, parce que j'avais ma guitare, naturellement. Puis j'avais commencé à faire mes premières chansons à l'école, mais là, je le faisais devant un public provincial, si tu veux, qui venait de partout. On a commencé à m'inviter à faire des spectacles à Timmins, entre autres, et puis dans le nord de l'Ontario. C'est ça, c'était vraiment l'émergence de cette identité franco-ontarienne. Tout à fait. C'était le début de tout au niveau associatif, culturel. En Ontario, il y avait à peu près rien. Il y avait... les gens d'une autre époque qui étaient canadiennes-françaises, si tu veux, mais là, on parlait de plus en plus de moi, je viens du Nord, de Robert Paquette, et toute cette mouvance-là
je m'identifiais beaucoup à ça parce que je me questionnais comme Québécois, Canadien, Français, à 15-16 ans, où c'est là qu'on développe notre identité. Là, on voit des images de Pure Laine. Oui. Ça, c'est un spectacle. C'était 2 gars de Hearst. On voit à la batterie Richard de Grandmont, un gars d'Ottawa. À la guitare, Alain Grouette, et à la basse, Yves Proulx, 2 gars de Hearst et 2 gars d'Ottawa qui se rencontrent pour former un groupe qui allait s'appeler Pure Laine. Pure Laine, c'est ça. Et ça a été vraiment l'école. Là, on parle de 79 environ. J'ai peut-être 20-21 ans, avec un peu de poil à une autre époque. Comme on voit la tendance. Et puis, Pure Laine a vraiment été une école de la route. Comment on s'organise pour la route, comment on fait pour aller en studio. Et là, les tournées, les premières tournées. On est allé en Nouvelle-Écosse, on est allé en Saskatchewan. Partout. Et ça, c'était au bar Le Créneau à Québec, qui s'appelle autre chose maintenant, là, sur la Saint-Jean. On va écouter un petit extrait, juste voir de quoi ça a l'air. Donc, ça montre vraiment, c'est ça, donc les débuts, en train de... Professionnel, disons. C'est ça, là qu'on a notre... C'est ça. Alors, avec Pure Laine, est-ce que vous avez eu la chance d'aller un peu partout? Faire des premières parties dans les grands festivals, que ce soit à Toronto, ou que ce soit à Moncton, ou que ce soit en Nouvelle-Écosse, ou en Saskatchewan. Donc, on côtoyait là, les grands noms de la scène déjà. Festival Boréal à Sudbury et toute cette mouvance-là de spectacles. Et donc, on faisait des contacts. Et ce qui a mis fin un peu à Pure Laine, c'est la période où j'ai tombé malade avec la maladie d'Hodgkin, qui est un cancer. Puis ça, on parle de 79-80, ça a sonné le glas un petit peu du groupe. Et puis là, j'ai dû me concentrer sur ma santé pendant quelques années. Mais par après ça, vers 84, 85, je suis revenu, mais en tant qu'artiste solo. Et c'est à cette époque-là aussi que la chanson Mademoiselle, qui était, si tu veux, une de mes premières cartes de visite, avait gagné à la Nuit sur l'étang, à l'époque, une nouvelle bourse qui s'appelait la bourse Hector Bertrand, qui était la chanson de la soirée. Et puis ça aussi, ça avait ouvert beaucoup de portes. Il y a des choses comme ça qui arrivent au bon moment. Souvent, une carrière, c'est du timing. C'est beaucoup, beaucoup ça. C'est du talent, mais c'est du timing. C'est les gens que tu rencontres au bon moment, à la bonne place, la bonne performance, le bon soir. Et puis, les années 80 ont été des années marquantes pour le reste de ma carrière solo, qui a mené éventuellement ça aussi à des tournées. En Louisiane. Un peu partout dans éventuellement en France aussi. Plusieurs fois en France. Et ce qui a donné naissance aussi, naturellement, au premier album. Je revenais d'une performance avec Robert Paquette du Festival du Voyageur à Winnipeg, Saint-Boniface. Et puis, on était en avion. Puis Robert, il dit, Paul, là, il dit, faut que tu fasses ton album. Là. Tes fans le demandent. Là. Fait que le premier album, à l'époque, c'est ça, il n'y avait pas de musique action, ou il n'y avait pas de bourse pour faire des albums, donc tu t'auto-finançais ou tu signais avec une compagnie. Mais dans les années 80, il y avait une baisse un peu dans l'industrie. L'industrie québécoise, l'après-référendum, était un peu maussade. C'est ça, Et puis c'était la période disco, puis il y avait toutes sortes de mouvances qui avaient changé le portrait de l'industrie au Québec. Et puis, ça avait été un petit peu plus difficile de percer à cette époque-là. C'est ça. On va revenir à ça au sujet du mouvement un peu plus après Pure Laine. On va faire ça tout de suite après la pause.
Re-bienvenue à Entracte. Si vous venez de nous rejoindre, vous pourrez voir que nous sommes aujourd'hui avec M. Paul Demers. Alors, on parlait un peu de vos débuts avec Pure Laine, quelques défis qu'on a dû entreprendre lors de notre carrière, mais malgré ce défi, ça nous a quand même peut-être... Est-ce que ça vous a inspiré? Bien, c'est sûr que quand on fait face à une maladie sérieuse qui est un cancer, dans le fond, moi, mon instinct est un instinct de survie. Ouais. Alors, pour moi, c'était de reprendre la scène le plus vite possible et de montrer que j'étais toujours vivant, puis que j'étais toujours le même et que on n'aurait pas ma peau, si tu veux. Alors, j'ai quand même poursuivi une carrière solo. Et là, avec un peu plus de notoriété aussi, éventuellement. Et de plus en plus, j'avais des groupes de musiciens, plutôt qu'avoir un groupe. J'étais travailleur autonome, j'engageais les musiciens que j'avais le goût de travailler avec. Donc, il y a une belle époque où j'ai travaillé avec... il y a un band, quand on est allé en Louisiane, entre autres. Ça, ouais. Il y avait... j'avais un sax, trompette, clavier, basse. J'avais un gros groupe. Et je dirais que c'était un des bons groupes que j'ai eu à l'époque. Et puis, ça, on est allé tourner en France. On est allé en Louisiane. On est allé un peu partout au Québec aussi, à l'époque. Et ça allait mener justement au premier album qui n'allait pas contenir Notre Place, d'ailleurs. Notre Place est sur le premier album. Mais Notre Place est un peu un accident de parcours dans le sens que la chanson avait été commandée lors de... Ça fait maintenant 20 ans. C'était lors du lancement de la loi 8 sur les services en français. Il y avait eu un immense gala à Toronto et on m'avait appelé. Et justement, c'était ma deuxième vague de... J'avais eu une rechute au niveau de la maladie et j'avais eu une greffe de la moelle osseuse. Donc, c'était sérieux. Et là, on parle de la fin des années 80 à peu près. Et parallèlement à ça, je travaillais sur mon album et j'étais en convalescence. Et François Dubé, qu'on connaît peut-être, qui est souvent directeur musical pour Ontario Pop ou impliqué avec la PCM et tout ça, m'avait appelé parce qu'il y avait une émission de télé qui allait être en direct pour un grand gala qui s'appelait le Grand Gala de la Loi 8 qui avait lieu à Toronto. Et François m'avait dit, il dit, j'aimerais que tu rencontres les producteurs parce qu'ils veulent une chanson pour l'occasion. Et puis, viens rencontrer les producteurs. On était allé dans un restaurant sur la rue Elgin et puis j'avais rencontré les producteurs qui, par hasard, étaient de Montréal. Donc, ils ne me connaissaient pas. Ils connaissaient à peu près pas la communauté, mais bon, ils étaient des spécialistes de grands galas. Fait que, alors, elle m'avait dit, la réalisatrice, je ne me rappelle plus de son nom, mais elle a dit, tu te rappelles la Saint-Jean-sur-la-Montagne où il y avait 100 000 personnes, puis tous les gens sont partis de là fiers, puis elle dit, je voudrais que les gens sortent de là comme ça. Puis c'est une chanson comme ça. Alors là, tu commences devant une page blanche pour commencer, et puis on voit, ça c'est le clip, et on voit que mes cheveux sont courts, c'est parce que j'avais perdu mes cheveux. Et puis ça, c'était la repousse, ma première repousse de cheveux. Alors, on fait la chanson au gala. C'est un grand succès. J'avais les cheveux encore plus courts que ça au gala parce que c'était vraiment, j'étais frêle. Et puis les gens le savaient et le sentaient. Et tout le monde était au courant de la maladie. Donc, ça avait une dimension encore plus phénoménale parce que là, ils découvraient cette chanson-là pour la première fois. Dans un grand ralliement, à la fin, tout le monde est en scène. Puis ils découvraient la chanson pour la première fois avec ce bonhomme qui était un peu maigre à cause de la maladie. Puis qui avait... On va voir un extrait au fait de Notre Place.
enregistré la chanson et elle La s'est chanson. ajoutée à la dernière minute à l'album. Ah, voilà. On va juste en entendre un peu plus. Parce que l'affaire avec Notre Plan, c'est ça que ça affecte encore. Je veux dire, c'est quoi votre relation avec cette chanson? Parce que, brièvement, je veux dire, il y a des artistes qui aimeraient pouvoir passer à d'autres choses ou d'autres qui aiment beaucoup qui apprécient beaucoup leur plus grand succès ou de quoi. Alors, c'est quoi votre relation avec cette chanson? Ah, c'est love and hate un petit peu, parce que c'est ça, c'est en même temps ce qu'on pourrait dire un claim to fame, là. C'est en même temps une chanson phare dans ma carrière et même dans l'Ontario français, mais en même temps, c'est un boulet aussi, parce que, bon, j'aimerais passer à autre chose, mais on me le ramène tout le temps. Mais je veux dire, on est privilégié quand même, je le vois comme ça, tu sais. J'ai été quelqu'un de privilégié d'être au bon moment, à la bonne place et de dire les mots que les gens... ça rejoignait les gens. C'est comme Marcel Aymar me dit une fois, il dit « T'as touché une corde sensible cette fois-là » et puis... Et c'est vrai, vraiment, lorsqu'on voit des jeunes aujourd'hui qui ont 14-15 ans puis qui connaissent les paroles, on va dire vraiment quelque chose, on va y retourner. Un gros merci à la FESFO pour ça. Ça c'est sûr. On va y retourner tout de suite après la pause. D'accord. Alors, bienvenue, nous sommes de retour avec Paul Demers. Alors, on est en train de parler un peu de ta carrière, aussi, on est allé dans le solo, l'impact de Notre Place. Alors, j'aimerais retourner un peu aussi à ta carrière solo, dans le fond. Alors, tu as mentionné que tu as chanté en Louisiane, je sais, à La Rochelle aussi, à Paris, un peu partout dans le monde, aussi au Canada, bien sûr. Comment, alors, est-ce qu'on ne fond pas dans la foule d'artistes, comme juste artistes francophones, mais vraiment un artiste franco-ontarien? Alors, comment est-ce que tu dirais que tu as pu te démarquer comme un... Oh là là! Oh là là! Grosse question. J'essayais d'être moi-même à travers tout ça. Je me rappelle particulièrement en Louisiane, c'était la première fois vraiment que j'allais tester dans d'autres marchés mon matériel et pour voir si c'était vraiment... je suis la mascotte de l'Ontario français ou je suis un artiste qui dépasse ça. Et puis c'est en allant, entre autres en Louisiane et puis en Europe, que j'ai vu que non, à la source, il y a quelque chose. Et puis ça m'a rassuré à bien des égards. Parce que comme je disais tantôt, ça peut être un boulet aussi, tu sais. L'Ontario français, c'est un petit milieu et tout ça, mais à un moment donné, on veut transcender ça, pas parce qu'on renie, mais parce qu'on a besoin de défis, on a besoin d'autres défis. Et puis, en jouant dans ces festivals-là, c'est là que je savais que j'avais une place dans un univers plus grand de la chanson francophone. Et dans le fond, s'assumer vraiment en tant qu'artiste et maintenant aussi artiste solo. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment pour toi... Est-ce que c'est un autre défi aussi de voir vraiment être créatif, mais par soi-même pas avoir ton groupe vraiment pour pouvoir créer, comme je fais référence à Oui, j'ai toujours eu quand même des liens de musiciens. J'ai travaillé avec des musiciens. Exemple, le premier album, le réalisateur, c'était Yolande Houle, qui est un bassiste qui travaillait avec Daniel Lavoie, qui travaillait avec Robert. Moi, je l'ai connu avec Robert. Et je m'étais entouré de gens comme ça, des gens avec qui je me sentais confortable à faire de la musique et qui avaient du respect pour ce que je faisais. Puis à côté, un guitariste aussi qui a joué sur le premier album et qui a fait carrière et depuis 15 ans environ, je joue avec Jim Corcoran. Et puis c'est un bon ami à moi. Puis quand je l'ai connu, il sortait de McGill en musique et puis je l'avais amené en Louisiane. Puis dans les années 80, je faisais les grandes scènes quand même, des grands festivals. Et puis pour ces jeunes musiciens-là, c'était une belle gig, ça, aller jouer en Louisiane, aller jouer en France, faire des tournées en France. Alors, c'était une famille aussi, ces musiciens-là, mais sous un autre rapport qu'un groupe. Plus comme des alliés. Et puis, j'aimais bien traiter mes musiciens au niveau cachet et tout ça, pour qu'ils soient heureux. Puis,
Alors, ça a été aussi mes collaborateurs pour les albums. Et le deuxième album, Pierre Côté, j'ai fait appel à lui parce que je suis quand même quelqu'un qui écrit à la guitare. Et Pierre Côté, c'est quelqu'un de la guitare. C'est un guitariste. Et puis, on a travaillé pendant environ 2 ans les chansons de l'album à la pièce un peu au début, chez lui. Parce qu'avec la technique qu'on a aujourd'hui, on peut travailler beaucoup à la maison. On peut enregistrer beaucoup de choses dans nos studios maison. Alors, on avait enregistré beaucoup de choses et puis on avait fait le deuxième album qui, lui, s'est appelé D'hier à toujours. Et c'est un album où, à cette époque-là, la pochette qu'on voit là avec les pingouins, c'est le deuxième album, ça. Et puis, à cette époque-là, j'étais rendu à Montréal. J'ai été à Montréal pour 2-3 ans environ, justement à la période du deuxième album, parce que je voulais un peu tâter le pouls à Montréal, l'industrie et tout ça. Et puis, j'ai travaillé dans les studios Piccolo. Alors, j'ai côtoyé des musiciens de renom, là. Dominique Messier qui était à la batterie. C'était son studio à lui. J'avais grosso modo l'équipe de Julie Snyder du Point J. Tu te rappelles du Point J? Oui. Grosso modo, c'était le band du Point J qui jouait sur le deuxième album. Et j'en ai profité pour faire 2 clips. Et c'était ma première bourse de musique action aussi, qui finance aussi des vidéoclips. Et puis, j'avais fait 2 clips pour ça. Premier album, il y avait des clips aussi, mais via Radio-Canada, via TVO, mais là, c'était vraiment des clips. Et pour toi, est-ce que ça a toujours été clair? Alors, je sais que tu as eu différents défis ou bien différents changements de route ou des chemins un peu partout. Est-ce que ça a toujours été clair que pour toi, c'était la musique? Ça n'a jamais été autre chose ou bien... Ben, je voyais ça comme... Bon, je m'étais donné comme un plan B qui aurait été de faire du micro, faire de la radio. Et j'ai... Tu sais, je veux dire, avec le recul, je regrette rien parce que j'ai fait pas mal tout ce que je voulais faire dans ce milieu-là. J'ai joué sur les plus grandes scènes, j'ai été d'un bout à l'autre du pays. J'ai côtoyé les plus grands, j'ai fait des duos avec, entre autres, Laurence Jalbert, Louise Forestier. Donc, tu sais, je me suis amusé, j'ai des bons souvenirs de tout ça. Mais j'écris encore, et puis... mais disons qu'à l'âge que j'ai, je suis un peu moins... disons, toute la verve d'un jeune de 20 ans là, qui veut à tout prix réussir et tout ça. Je le fais beaucoup plus par plaisir maintenant, parce que j'ai le goût. J'aime mieux choisir les spectacles que je fais, les occasions de création. Et j'essaie de me servir de mon talent, mais dans plusieurs facettes, plutôt qu'être orienté sur une carrière et percer et tout ça. Donc, je suis plus... j'essaie, dans le fond, artistiquement, plus de retourner à la source de le plaisir que j'avais d'écrire mes premières chansons et tout ça. Je suis un peu dans cette veine-là en ce moment, créativement en tout cas. Et le répandre un peu aussi, je sais juste rapidement que tu travailles beaucoup avec des jeunes et de quoi en tant qu'animateur Oui, en ce moment, j'ai un emploi en animation culturelle, ici même à Ottawa, au Conseil catholique du Centre-Est, et je travaille avec des jeunes à l'école Samuel Genet, au Collège catholique Samuel Genet. J'ai parti un café chantant. Il y a des projets avec le Conseil aussi de faire des albums. Je produis des albums pour le Conseil pour des... Alors, je fais encore ce que j'aime. Avec un peu de sécurité financière, on se le dira, hein, parce que ce métier-là n'est pas facile. Et puis, souvent, j'en parlais avec Tricia Foster, qu'on a croisé tantôt à l'extérieur du studio. C'est de prévoir 1 an, 6 mois à l'avance. Il y a beaucoup d'insécurité dans ce métier-là. C'est ça, non? Donc, et il y a beaucoup à dire vraiment aux gens. C'est ça. Alors, j'ai passé une étape où la carrière, c'était pas tout ce qui était important dans la vie, mais d'être heureux et bien dans ce qu'on fait. Merci beaucoup, Paul Demers. On a beaucoup à dire. Déjà?